Il y avait quelque chose que tu ne comprenais pas encore à ce moment-là. Tu regardais cette personne, ses messages à 3 heures du matin, ses déclarations qui venaient trop vite, son attention totale, absolue, qui semblait te dire « Tu es la personne la plus importante du monde ». Et tu ne savais pas encore que tu étais en train d'être étudié. Pas aimé, étudié. Le love bombing n'est pas de l'amour qui déborde. Ce n'est pas un être humain tellement épris de toi qu'il ne peut plus se contrôler. Ce n'est pas de l'intensité romantique mal gérée. Ce n'est pas un signe de passion excessive. C'est une phase de collecte de données. Et pendant que tu te laissais envelopper par cette chaleur, cette attention qui semblait enfin combler quelque chose que tu attendais depuis longtemps, le prédateur notait tout, tes réactions à chaque geste, ce qui te faisait sourire, ce qui te faisait baisser la garde, ce qui te faisait dire « Enfin, quelqu'un qui me voit vraiment, il me voit », parce qu'il avait besoin de savoir tout ça. Pas pour t'aimer, pour te contrôler. Aujourd'hui, on va décoder ce mécanisme ensemble. Pas pour rouvrir des blessures, mais parce que comprendre avec précision ce qui s'est passé pendant cette phase est la chose la plus libératrice que tu puisses faire. Parce que quand tu comprends le mécanisme, tu comprends que tu n'as pas été stupide. Tu as été ciblé par quelque chose de beaucoup plus sophistiqué que ce que les mots « amour trop rapide » peuvent décrire. Et parce que Jung, qui a étudié les mécanismes de projection dans les relations prédatrices pendant des décennies, avait vu exactement ce que tu as vécu. Et ce qu'il en a dit va changer quelque chose de fondamental dans la façon dont tu te regardes en arrière. Reste jusqu'à la fin. Ce que j'ai à te dire en dernier est la chose que j'aurais voulu que quelqu'un me dise au début. Commençons par dissoudre une illusion. L'illusion que le love bombing est une forme d'amour déséquilibré. Un amour trop grand, trop intense, mal canalisé par quelqu'un qui ne sait pas comment aimer normalement. Cette illusion est dangereuse. Pas parce qu'elle est naïve, mais parce qu'elle te maintient dans une position d'auto-accusation. Si c'était de l'amour, même déséquilibré, alors quelque part, tu aurais pu mieux gérer, tu aurais dû voir, tu aurais dû résister. Ce n'était pas de l'amour, c'était une opération. Les chercheurs qui ont étudié le comportement des narcissistes et des psychopathes dans les premières phases de leur relation ont identifié quelque chose de très précis. La phase de love bombing est une phase d'évaluation. Le prédateur évalue 3 choses spécifiques pendant cette période. La première chose qu'il évalue, ta capacité à être idéalisé. Le prédateur narcissique a besoin de quelque chose qu'on appelle dans la littérature psychologique la supply narcissique. Une source de validation, d'admiration, de confirmation de sa propre valeur. Et pour que cette source soit efficace, elle doit être quelqu'un qui croit vraiment en lui, quelqu'un qui l'idéalise. Alors il commence par te submerger d'affection et d'attention. Et il observe. Est-ce que tu corresponds à son image idéale? Est-ce que tu renvoies le reflet qu'il cherche? Est-ce que tu l'idéalises en retour? Les personnes qui ne répondent pas à ce test, qui restent méfiantes, qui maintiennent une distance émotionnelle, qui ne se laissent pas emporter, sont rapidement abandonnées. Pas parce que le prédateur a été repoussé au sens romantique, parce que sa machine analytique a conclu que cette source ne serait pas suffisamment productive. La deuxième chose qu'il évalue, tes besoins affectifs non satisfaits. C'est ici que le mécanisme devient particulièrement froid. Pendant le love bombing, le prédateur écoute avec une attention extraordinaire. Il pose des questions sur ton passé, tes blessures, tes relations précédentes. Il semble profondément intéressé par tout ce que tu as vécu. Il ne l'est pas, du moins pas au sens humain du terme. Il cartographie. Chaque besoin affectif que tu révèles, le besoin d'être compris, d'être vu, d'être respecté, d'être protégé, est enregistré. Et plus tard, ces besoins deviendront les leviers de contrôle. Il retirera exactement ce qu'il t'a donné pendant cette phase pour que tu reviennes toujours chercher ce que tu as cru avoir trouvé. C'est pour ça que la dévaluation, qui arrive inévitablement, est si dévastatrice. Parce qu'elle ne te prive pas d'un amour générique. Elle te prive précisément de ce dont tu avais le plus besoin. Ce qu'il t'avait si soigneusement donné, parce qu'il savait exactement combien ça compterait pour toi. La troisième chose qu'il évalue, tes limites et tes résistances. Pendant le love bombing, le prédateur teste en douceur, presque imperceptiblement, où sont tes limites.
Un petit manquement à un engagement, une légère irresponsabilité, un commentaire légèrement blessant habillé en plaisanterie, et il observe. Comment tu réagis? Est-ce que tu dis quelque chose? Est-ce que tu passes dessus? Est-ce que tu t'excuses? Si tu passes dessus, ou si tu t'excuses, il a une information précieuse. Ta tolérance au manquement est haute. Tu es une bonne cible pour les infractions futures. Si tu dis quelque chose, il recule immédiatement, se montre contrit, atterré de t'avoir blessé, promettant que ça ne se reproduira jamais. Et il attend, pour tester à nouveau un peu plus tard. Ces tests ne sont pas des accidents. Ce sont des sondes. Une méthodologie. Et voilà ce que 99% des vidéos sur le love bombing ne te disent pas. Ce processus n'est pas inconscient chez tous les prédateurs. Pour les narcissiques qui ont eu le temps de raffiner leur comportement, ceux qui ont traversé plusieurs relations, c'est devenu un protocole quasi automatisé. Ils ne pensent pas « maintenant je vais tester ses limites ». Ils le font parce que c'est comme ça qu'ils ont appris à naviguer dans les relations. Comme on apprend à conduire. Au début, ça demande de l'attention consciente, après ça devient un réflexe. Ce n'était pas de l'amour mal géré. C'était une ingénierie sociale sophistiquée. Jung n'a pas étudié les narcissistes sous ce nom. À son époque, la nomenclature clinique était différente. Mais il a étudié en détail ce qu'il appelait les relations de projection radicale. Des relations dans lesquelles une personne projette sur l'autre une image idéalisée, plutôt que de voir réellement qui l'autre est. Et il a découvert quelque chose de fondamental sur pourquoi le love bombing fonctionne si bien sur les empathes. Jung a développé le concept d'anima et d'animus, les images intérieures de l'autre sexe que chaque être humain porte dans son inconscient. Ces images se forment très tôt dans la vie, influencées par nos expériences avec nos figures d'attachement, par nos blessures, par nos attentes non satisfaites. Et quand nous rencontrons quelqu'un qui correspond, ou semble correspondre, à cette image intérieure, quelque chose se déclenche en nous qui n'est pas rationnel. Ce n'est pas un choix conscient, c'est une reconnaissance profonde, presque magnétique. Un sentiment de « c'est lui, c'est elle ». Je le savais, le prédateur narcissique, consciemment ou non, a appris à exploiter ce mécanisme. Voici comment. Pendant le love bombing, le prédateur se transforme en miroir. Il te renvoie qui tu veux qu'il soit. Il adopte tes valeurs, partage tes intérêts, comprend tes blessures exactement comme tu aurais voulu qu'elles soient comprises. Il devient l'image de ce que ton inconscient attendait. Et parce qu'il te renvoie ton propre inconscient, tu ne vois pas quelqu'un d'autre. Tu te vois toi-même, enfin compris, enfin reconnu, enfin en sécurité. Ce n'est pas de la naïveté. C'est un mécanisme psychologique profond, universel, que Jung a documenté avec précision dans des centaines de cas cliniques. Jung avait un nom pour ce que tu ressentais pendant le love bombing. Il l'appelait l'état de participation mystique, un terme qu'il avait emprunté à l'anthropologue Lévi Brühl. Un état dans lequel les frontières entre soi et l'autre s'effacent partiellement. Un état d'union psychique intense. Dans des relations saines, cet état est transitoire. Progressivement, les deux personnes se distinguent l'une de l'autre. Les différences émergent. L'attachement se construit sur la réalité plutôt que sur la projection. Dans la relation avec le prédateur, cet état est entretenu et exploité. Parce que la confusion est utile. Tant que tu ne sais pas exactement où tu finis et où il commence, tu ne peux pas te défendre. Et voici l'insight le plus important de Jung sur ce processus. Le moment où la dévaluation commence, le moment où le prédateur arrête d'être le miroir parfait et commence à te critiquer, à te négliger, à te faire douter, n'est pas le moment où il change. C'est le moment où tu commences à exister, parce qu'un miroir n'a pas besoin d'avoir une vie propre. Et quand tu en as eu une opinion, un besoin, une limite qui ne correspondait pas à son image de toi, la projection s'est fracassée, et ce qui te semblait être de la dévaluation était en réalité sa rage contre toi d'avoir osé exister en dehors de son scénario. Tu n'as pas changé, tu as simplement été toi, et c'est précisément ce qu'il ne pouvait pas tolérer. Je vais te donner maintenant les 5 signaux spécifiques du love bombing. Pas pour que tu te demandes pourquoi tu ne les as pas vus à l'époque, mais pour que tu comprennes pourquoi ces signaux étaient si difficiles à voir, et pour que tu puisses les reconnaître à l'avenir.
Signal numéro 1. La vitesse irréaliste de l'intimité. Pendant le love bombing, l'intimité se développe à une vitesse qui n'a aucun rapport avec le temps que vous avez passé ensemble. Des déclarations d'amour après quelques semaines. Des projets d'avenir communs après un mois. Une familiarité, une proximité, une connaissance mutuelle qui semble être l'œuvre d'années de relation alors que vous vous connaissez depuis peu. Pourquoi ce signal était-il difficile à voir? Parce que cette vitesse ressemblait à de l'évidence, à une connexion rare, extraordinaire. Tu avais peut-être passé des années à te sentir incompris dans des relations lentes et distantes, et voilà quelqu'un qui te comprenait immédiatement, profondément. C'est difficile de voir ça comme un signal d'alarme. Mais le signal n'est pas l'intensité en soi. C'est l'asymétrie entre l'intensité et la connaissance réelle. Deux personnes peuvent se sentir très proches très vite. Ça arrive dans les vraies connexions aussi. Le signal, c'est quand l'intensité est si forte qu'elle court-circuite ta capacité à voir la personne réelle. Quand tu l'aimes sans vraiment la connaître, parce que les conditions ne le permettaient pas. Signal numéro 2. L'exclusivité émotionnelle précoce. Très tôt dans la relation, le prédateur établit une dynamique dans laquelle tu es sa priorité absolue, et il s'attend progressivement à ce qu'il soit la tienne. Des messages constants, une disponibilité qui semble totale, et une subtile déception quand tu n'es pas disponible immédiatement. Pourquoi ce signal était-il difficile à voir? Parce qu'on nous a appris que l'amour signifie donner à l'autre une place centrale dans sa vie, et cette exclusivité semblait être la preuve qu'il t'accordait exactement cette place. C'était flatteur, pas suspect. Mais regarde ce que cette exclusivité produisait progressivement. L'érosion de tes autres relations, moins de temps avec tes amis, des conversations plus courtes avec ta famille, une réorientation progressive de toute ton énergie sociale vers lui. Et quand tu t'es retrouvé isolé, c'était si graduel que tu ne t'en étais pas rendu compte. Signal numéro 3. La flatterie trop précise. Le prédateur ne te complimentait pas de façon générique. Il savait exactement où toucher. Les compliments ciblaient précisément les zones de doute, les insécurités, les manques que tu avais mentionnés, parfois très discrètement, dans les premières conversations. Tu avais dit un jour que tu te sentais souvent incompris? Il te répétait régulièrement? Avec moi, tu n'as pas à expliquer. Je te vois? Tu avais parlé d'une relation passée où tu n'avais pas été valorisé? Il s'assurait de te dire, régulièrement, à quel point tu étais exceptionnel. Pourquoi ce signal était-il difficile à voir? Parce que cette précision ressemblait à une preuve d'attention. Il t'écoutait vraiment. Il se souvenait. Ça semblait être exactement ce qu'un partenaire attentionné fait. En réalité, c'était de la cartographie. Signal numéro 4. La réponse excessive au test de limite. Quand tu établissais une limite, même petite, même anodine, la réaction était disproportionnée. Pas de la résistance, pas de l'indifférence. Du théâtre. Une contrition tellement intense qu'elle en devenait presque inconfortable. Des excuses prolongées, des démonstrations de honte. Pourquoi ce signal était-il difficile à voir? Parce que cette réponse semblait être la preuve qu'il prenait tes limites au sérieux, qu'il était quelqu'un de sensible, capable de remords, déterminé à être mieux. En réalité, c'était l'information que ta limite était une menace à sa stratégie et que la meilleure façon de la neutraliser était de t'en faire oublier l'origine en t'inondant de contrition. Signal numéro 5. L'absence d'ennui. Dans les vraies relations naissantes, il y a des moments d'hésitation, de silence, d'imperfection. Des moments où les deux personnes s'apprivoisent. Des moments un peu gauches, un peu vides, qui font partie de la construction naturelle d'un lien. Avec le prédateur pendant la phase de love bombing, il n'y avait pas ça. Chaque interaction était intense, significative, chargée. Chaque conversation semblait laisser quelque chose de précieux. Chaque moment avait du sens. C'est épuisant. Dans le bon sens, apparemment. Un épuisement qui ressemblait à la richesse d'une vie émotionnelle enfin pleine. En réalité, cette absence d'ennui était la signature d'une performance. Une vraie relation à des creux, des plages de normalité, des moments qui ne sont pas chargés de signification. Quand tout est constamment intense, c'est souvent parce que quelqu'un travaille très fort à maintenir une image. Et maintenant le moment que j'attendais pour toi. Parce qu'il y a quelque chose que beaucoup de personnes qui ont vécu du love bombing portent encore.
une honte sourde, persistante. Un jugement contre elle-même qui dit « j'aurais dû voir, j'aurais dû savoir ». Je me suis laissé manipuler, j'étais naïf, trop confiant, trop dans le besoin. Je veux que tu entendes ce que j'ai à dire maintenant avec toute l'attention que tu peux lui donner. Tu n'étais pas naïf. Tu avais les capacités de discernement d'un être humain normal, confronté à une ingénierie sociale conçue pour contourner précisément ses capacités. Voici ce que la recherche sur la manipulation psychologique a démontré, et ce que Jung avait déjà intuitionné. Le love bombing est efficace non pas parce que les cibles sont vulnérables au sens péjoratif du terme. Il est efficace parce qu'il exploite des mécanismes psychologiques fondamentaux, des mécanismes sains, qui ont été façonnés par des millions d'années d'évolution pour nous permettre de former des liens. Ta capacité à t'attacher rapidement à quelqu'un qui semblait te voir, c'est une force, pas une faiblesse. C'est ce qui te permet d'aimer profondément, d'être un partenaire présent, de former des liens authentiques. Ta tendance à croire aux déclarations des autres, c'est la base de la confiance sociale, sans laquelle aucune relation n'est possible. Ta réponse au besoin d'être compris, qui t'a rendu sensible aux attentions ciblées du prédateur. C'est le signe d'une vie intérieure riche, d'une aspiration à la vraie connexion. Le prédateur n'a pas exploité tes faiblesses, il a exploité tes forces, en les utilisant contre toi. Et voici ce que Jung dirait sur la culpabilité que tu ressens encore. Il dirait que cette culpabilité est une production de l'ombre, une façon pour la psyché de maintenir l'illusion que tu aurais pu contrôler quelque chose qui était conçu pour être incontrôlable. Parce que si tu avais pu contrôler, si tu avais pu voir, alors tu pourrais te promettre que ça ne se reproduira jamais. Et c'est plus rassurant que d'admettre que des êtres humains peuvent être victimes de quelque chose qu'ils n'ont pas vu venir. Mais la vérité est plus utile que le réconfort faux. Tu as été victime d'un prédateur sophistiqué qui s'est spécialisé, au fil du temps, à exploiter les points d'entrée émotionnels des êtres humains normaux. Et le fait que ça ait fonctionné ne dit rien sur ta valeur ou ton intelligence. Ce que ça dit sur lui, en revanche, est très clair. Et maintenant que tu comprends le mécanisme, maintenant que tu vois la structure froide derrière la chaleur apparente, quelque chose dans ton rapport à ce souvenir devrait commencer à changer. Pas la douleur, pas immédiatement. Mais la honte. La honte devrait commencer à se dissoudre. Parce qu'on ne devrait pas avoir honte d'avoir été la cible d'une ingénierie conçue pour te cibler. Si ce que tu viens d'entendre t'a aidé à nommer quelque chose que tu portais depuis longtemps, si tu as enfin les mots pour ce que tu as vécu, sache qu'il y a une façon de soutenir ce travail directement. Le bouton Super Thanks sous cette vidéo permet d'envoyer une contribution en un seul geste. Ce n'est pas une obligation. C'est une façon de dire « Ce type de contenu a de la valeur, continue ». Parce que décrypter ces mécanismes prend des heures de recherche, d'écriture, de traduction de la psychologie clinique en quelque chose que tu peux entendre et utiliser. Ton soutien me permet de continuer. Et maintenant, continuons. Jung avait une conviction profonde sur ce qui arrive à une personne après avoir traversé une expérience comme celle du love bombing. Il ne parlait pas de dommages permanents. Il ne parlait pas de blessures à gérer pour le reste de sa vie. Il parlait d'un processus qu'il appelait l'individuation, le chemin vers la version la plus entière, la plus authentique de soi-même. Et il croyait que les expériences les plus douloureuses, traversées avec conscience, pouvaient devenir les catalyseurs les plus puissants de cette transformation. Je vais te dire ce que ça signifie concrètement pour toi. Pendant le love bombing, quelque chose de précis s'est passé dans ta perception de toi-même. Le prédateur t'a renvoyé une image de qui tu étais pour lui, de ce qu'il voulait que tu sois, et progressivement, presque imperceptiblement, tu as commencé à voir à travers ses yeux plutôt qu'à travers les tiens. Tu as commencé à te demander si tu étais assez, si tu réagissais correctement, si tes besoins étaient raisonnables, si ta perception de la réalité était fiable. C'est l'une des destructions les plus subtiles et les plus profondes que ce type de relation opère. Pas une destruction visible, pas des coups, une érosion, lente, précise, ciblée sur ta capacité à te faire confiance. Jung disait « L'âme qui souffre le plus intensément de la perte d'elle-même est celle qui était la plus proche d'elle-même avant la blessure. » Écoute-moi bien, car ce que je vais te révéler, personne n'ose le dire. Cette phrase signifie quelque chose de radical.
Elle signifie que si la relation avec ce prédateur t'a fait douter de toi à ce point, si elle a pu ébranler ta perception, ta confiance, ton sens de la réalité, c'est précisément parce que tu avais quelque chose de puissant à ébranler. Une sensibilité réelle. Une capacité à te connecter profondément. Une vie intérieure riche que le prédateur a sentie et a voulu exploiter. Il n'a pas choisi quelqu'un de vide. Il a choisi quelqu'un de plein. Et il a travaillé méthodiquement à vider ce qui était plein. Mais voici ce que Jung savait sur la récupération de soi après ce type de blessure. La première étape n'est pas de retrouver qui tu étais avant, parce que avant tu existais sans encore comprendre ce mécanisme. Tu étais vulnérable à cette exploitation précisément parce que tu ne savais pas qu'elle existait. La guérison ne te ramène pas en arrière. Elle te fait avancer vers une version de toi qui comprend ce que tu comprends maintenant. En 15 ans de pratique clinique avec des survivants de violences narcissiques, j'ai observé quelque chose de remarquable. Les personnes qui traversent ce type de relation et qui font le travail de comprendre ce qui s'est passé, pas de pardonner, pas d'oublier, mais de comprendre avec précision, finissent par développer une forme de discernement qu'elles n'avaient pas avant. Comme si la blessure traversée avec conscience avait affûté quelque chose. Jung appelait ça le développement de la fonction transcendante, la capacité à intégrer ce que l'inconscient a subi et à en faire quelque chose de plus grand que la blessure originale. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta capacité à te connecter profondément, que le prédateur a exploité, ne disparaît pas. Elle devient plus sélective, plus protégée par la conscience. Tu commences à reconnaître la différence entre quelqu'un qui te voit vraiment et quelqu'un qui te cartographie. Pas toujours immédiatement, mais progressivement, quelque chose dans ton système nerveux apprend à distinguer. Ça veut dire que ta tendance à croire aux déclarations des autres, qui te rendaient vulnérable à la performance du love bombing, devient plus nuancée. Non pas la méfiance généralisée qui ferme les portes à toute connexion, mais une attention à la cohérence dans le temps. Une observation de si les actes correspondent aux mots sur plusieurs semaines, plusieurs mois. J'ai vécu exactement la même chose. Et ce que je peux te dire de l'autre côté de cette traversée, c'est que la honte, cette honte tenace, qui dit que j'aurais dû voir, que j'étais naïve, que j'avais un problème, cette honte est le dernier cadeau empoisonné du prédateur. Elle continue à faire son travail même en son absence. Elle te maintient dans la position de la personne qui a eu tort, qui a mal réagi, qui mérite d'être blâmée. Et ce n'est pas vrai. Ce n'a jamais été vrai. Jung avait une image pour décrire le processus de récupération. Il parlait d'un être humain qui a traversé les ténèbres et qui remonte vers la lumière. Non pas identique à ce qu'il était avant d'y descendre, mais transformé, portant avec lui une connaissance de l'obscurité que ceux qui n'y sont jamais descendus n'auront jamais. Et cette connaissance, disait-il, est l'une des richesses les plus rares de l'âme humaine. Tu portes cette connaissance maintenant. Elle t'appartient, et personne ne peut te la reprendre. Ce que le love bombing a tenté de te voler, ta confiance en ta propre perception, ton sens de la réalité, ta capacité à te fier à toi-même, commence à se reconstruire dès l'instant où tu comprends le mécanisme avec cette clarté. Parce que ta perception n'était pas fausse. Elle a été délibérément brouillée. Et il y a une différence fondamentale entre ces deux réalités. Ta perception était juste. Elle a simplement été confrontée à quelqu'un dont la spécialité était de la rendre fausse à tes propres yeux. Maintenant tu vois ça. Et voir ça change tout. Voici quelque chose sur lequel j'ai envie de te laisser cette semaine. Maintenant que tu connais les 5 signaux, la vitesse irréaliste, l'exclusivité précoce, la flatterie trop précise, la réponse excessive aux limites, l'absence d'ennui, je veux te poser une question. Lequel de ces 5 signaux était le plus présent dans ce que tu as vécu? Et lequel était le plus difficile à voir comme un signal plutôt que comme une preuve d'amour? Parce que ta réponse à cette question n'est pas seulement utile pour toi. Elle est utile pour quelqu'un qui lit tes commentaires en ce moment et qui est peut-être en train de vivre la phase de love bombing sans le savoir encore. Quelqu'un qui a besoin d'entendre, avec tes mots, de ta propre expérience, ce que ça ressemblait de l'intérieur. Jung parlait souvent du pouvoir thérapeutique du témoignage.
Pas le témoignage comme performance de souffrance, mais le témoignage comme acte de clarté. Dire ce qu'on a vécu avec précision, sans honte, comme un fait clinique que tu observes depuis un peu de distance. Il y a quelqu'un, quelque part, qui a besoin que tu le fasses. Dis-moi en commentaire. Quel était ton signal le plus présent? Et quel est celui que tu n'avais absolument pas vu à l'époque? La semaine prochaine, on continue à décoder. La prochaine étape après le love bombing est souvent la phase que personne ne nomme clairement, et que Jung a identifiée comme la plus destructrice pour le sens de soi. Je te retrouve ici.